Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre position géographique. Chez nous en France, on dit bonjour parce que le soir, quand on dit bonsoir, ça veut dire on veut souhaiter bonne nuit. C'est pour ça que c'est un peu délicat pour nous de dire bonjour, bonsoir, mais c'est pas bien grave. Je vous salue bien fraternellement. Mes amis, on va traiter un petit sujet d'actualité. J'ai écouté longuement la conférence de presse de mon oncle en Katina et je voudrais m'entretenir avec vous. Et puis il y a l'orage en France, fort heureusement qu'il y a un peu de pluie, mais c'est triste pour les dégâts. Il fait extrêmement chaud et avoir un peu de pluie, ça fait du bien, mais l'orage derrière, les dégâts, ça, c'est catastrophique. Donc, c'est une catastrophe, on dit catastrophe naturelle. Vraiment, j'ai une forte pensée pour les personnes. Ce n'est pas encore arrivé chez nous. J'espère qu'on n'aura pas. Parce que moi, j'ai une très, très mauvais souvenir à deux reprises dans l'orage. Donc, vraiment, on espère qu'on n'aura pas de gros dégâts à notre niveau. Voilà. On va écouter au fur et à mesure Katina Koné, puis on va analyser ensemble l'intervention, la conférence de Katina, qui est un cadre du PPACI et qui a tenu une conférence de presse dans laquelle je ne dis pas que je suis contre le fait qu'ils tiennent des conférences de presse. Mais il y a quand même un peu de... Voilà, je voulais apporter un peu d'éclaircie, parce que j'ai un peu de flou-flou dans l'affaire. Moi, je suis Gouzana Ounou. Je tiens à le souligner, je le dis tout le temps, je le répète. Peut-être que beaucoup ne... Je le comprends. Je comprends quand il y a des personnes qui ne comprennent pas forcément mon engagement. Je comprends. Et puis... je salue ceux qui comprennent mon engagement. Mon engagement, il se veut citoyen. Je suis une citoyenne avant tout. Et vous, vous êtes des citoyens avant tout. Moi, je suis responsable associative. Et depuis des années que je sensibilise et que je fais de la sensibilisation citoyenne, un engagement réel, un engagement concret dans les faits, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Et l'engagement citoyen... j'ai constaté, c'est parti d'un constat que la grande majorité, ce qu'on appelle la masse sur le continent africain et dans les États africains, ont une méconnaissance des réalités parfois du fonctionnement des institutions. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents, hein, loin de là, mais je dis il faut beaucoup d'éducation civique. Il faut de la sensibilisation citoyenne. Parce que la masse, malheureusement, elle est facilement endoctrinée. La masse est endoctrinée par les partis politiques, par les groupements politiques, par des intérêts parfois individuels. Et facilement, on arrive à endoctriner la masse, à manipuler la masse. C'est pourquoi sur le continent africain, depuis des lustres, depuis 60 ans aujourd'hui, depuis les indépendances, les hommes politiques, les partis politiques, les mouvements politiques, les leaders politiques arrivent facilement à endoctriner les masses, à mourir pour eux, tandis que eux, leurs enfants sont à l'abri, à mourir pour eux, tandis que eux, ils mettent leur famille à l'abri, à mourir pour eux, tandis que eux, leurs familles ont des garanties, à mourir pour eux, tandis que eux, ils préparent l'avenir de leurs enfants, de leur famille, à mourir pour eux, tandis que eux, leur famille mangent 3 repas au quotidien, à mourir pour eux, tandis que eux, leurs familles n'ont pas de difficultés pour payer leurs factures, à mourir pour eux, tandis que eux, leur famille, leurs enfants sont dans les grandes écoles, à mourir pour eux, tandis que eux, ils préparent leurs enfants à être des élites de demain, à mourir pour eux, on peut en citer comme ça, et sans fin. Et ça fait 60 ans que ça dure. Après les indépendances, ça continue, c'est toujours la même chose, la même stratégie, les mêmes combats, les gens se bagarrent pour des hommes politiques. Au lieu de se bagarrer réellement, quand on dit bagarre, les bagarres d'idées pour faire évoluer, émerger nos sociétés, mais on se contemple
à se taper la poitrine, à se vanter, à se brandir les muscles pour satisfaire les désirs et les besoins des hommes politiques. Mais la masse dans tout ça, qui va satisfaire vos besoins? Si on ne parle pas de la société, si on ne parle pas des faits des sociétés, si on ne parle pas du bien-être de la population, si on ne parle pas de notre commun, parce qu'on dit nation. Nation, on fait corps. Et faire corps, c'est mettre au cœur des préoccupations et même de la politique le bien-être de la population. Parce que faire de la politique, c'est prévoir. Faire de la politique, c'est penser aux autres. Ce n'est pas penser à soi, mais penser aux autres. Et donc, mes amis, moi, je fais de l'engagement citoyen, un engagement personnel, oui, mais un engagement qui m'engage à tout, qui m'engage à prendre des risques, qui m'engage à me faire taper dessus, qui m'engage à me faire injurier, qui m'engage à me faire dénigrer, qui m'engage à me faire détester. Mais je dis, sur la terre des hommes, chacun a une mission. Peut-être que moi, la mienne, c'est celle-là, faire de l'engagement citoyen, mon combat, l'engagement citoyen, mon obligation, parce que c'est aussi une obligation vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de ce à quoi je crois, vis-à-vis, je dirais, même de Dieu, parce que dans les 10 commandements, c'est écrit, pensez à faire du bien aux autres. Et donc, peut-être, parfois, je peux choquer certaines personnes parce qu'ils sont très passionnés ils sont très passionnés par leur engagement politique, dogmatique. Ils sont tellement endoctrinés qu'ils ont une seule vision. Moi, je ne suis pas endoctriné. Et c'est ce qui fait ma liberté. Donc, j'ai une vision globale. J'essaie de voir sur les 2 angles. J'essaie de voir. Je fais une vue, comme on dit, voyez, je fais un demi-siècle. Alors que les passionnés, les endoctrinés, ils ont une seule vue. Ils ne cherchent pas à voir, même s'ils ne sont pas d'accord, voir ce que l'autre pense. Et donc, moi, j'essaie, je ne dis pas d'équilibrer, d'apporter un peu de lumière à tout cela. Mes amis, on va écouter Kone Katina. Et puis, on va continuer notre discussion. Merci pour vous qui êtes là connectés. Merci pour ceux qui m'apprécient, comme je l'ai dit. Et merci pour ceux qui ne m'apprécient pas. Parce que ceux qui ne m'apprécient pas, ceux-là aussi, c'est une façon de m'apprécier en réalité et de m'aider aussi parfois à améliorer les choses. Parce que parfois à me remettre en question. Parce que le questionnement est le début de la réflexion. Donc, je pense qu'il faut pousser la réflexion. Il faut poser le sujet, il faut poser le débat. Parce qu'aujourd'hui, en tant que citoyenne, et puis vous, en tant que citoyen ivoirien, nous devons penser demain. Demain, c'est bientôt. Quand je dis demain, demain, c'est 2025. 2025, je dirais même c'est dans 2 mois. Parce que les années passent tellement vite qu'on ne voit pas 2025 arriver. Voilà 2023 qui est presque terminé. Bientôt le mois d'août. Et après, ce sont les fêtes. Après les fêtes, c'est quoi? C'est 2024. Dès qu'on entame 2024, c'est 2025. Est-ce que nous, en tant que citoyens, vous, en tant qu'Ivoiriens, moi, en tant qu'Ivoirien, est-ce que nous, aujourd'hui, notre rêve, c'est quoi? Notre rêve, c'est que notre pays replonge dans des crises comme 2010. Est-ce que notre souhait, c'est qu'on puisse revivre 2010 à nouveau? Est-ce que votre souhait, c'est que vos familles puissent revivre 2010, 2011 à nouveau? Est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse revivre 99? Est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse vivre 2002, est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse revivre 2004, est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse revivre 2007, est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse revivre 2010, est-ce que votre souhait, c'est que votre famille puisse revivre 2010-2011? En tant que citoyen ivoirien, de temps en temps, posons notre casquette politique des militants de côté et pensons la Côte d'Ivoire. On écoute Kone Katina. S'il vous plaît, merci pour ceux qui ont commencé à partager. Merci à chacun d'entre vous. Donc, Katina, je vais enlever. Je vais retirer ça pour pouvoir avoir. Voilà, on écoute ensemble.
Le même jour, la sentinelle, la présidente de la sentinelle, la CEF, Abdel Abiba a fait une conférence de presse où elle a montré la petite fac de l'iceberg, la faute massive. Et le 12 juin, elle a fait sortir une partie du corps. On n'est même pas encore arrivé. Mais ce qu'elle a fait sortir tellement scandaleux qu'on se demande bien comment les gens peuvent tirer la légitimité d'une telle pratique. 2 millions d'Ivoiriens sont sur la ligne électorale, ils n'ont pas le papa de moment. Ça, c'est fort quand même. Des mamans qui font 500 enfants, 400 enfants. Et papas qui en font autant, même le boulot ne peut pas faire ça. Le responsable au PPACI, Kone Katina, dit qu'il y a 2 millions d'Ivoiriens qui sont sur la liste électorale sans père et sans mère. Je voudrais juste intervenir rapidement sur cette séquence où un responsable politique ivoirien qui est censé incarner l'opposition, qui est censé apporter de la contradiction, mais qui est censé apporter des éléments, qui est censé avoir un langage moins démagogue, parce que quand on est responsable politique, c'est aussi, quand on fait partie de l'opposition, c'est d'aider le parti au pouvoir à améliorer un certain nombre de choses. Et là, Kone Katina dit, dans une conférence de presse, au siège du PPACI, que sur la liste électorale, il y a 2 millions d'Ivoiriens, enfin 2 millions de personnes qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de mère. Voyez-vous, chers frères ivoiriens, très sincèrement, je pense que notre responsabilité, même si vous faites de la politique, parfois, de temps à autre, c'est d'accompagner les institutions à consolider, voilà, nos institutions. Parce que vous aspirez, vous rêvez de revenir un jour au pouvoir. C'est ce que vous souhaitez, c'est votre rêve. Et tout rêve est permis. Mais il faudrait que vous-même, vous soyez crédible vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis de vos propres militants, vis-à-vis de l'opinion nationale et vis-à-vis de l'opinion internationale. Parce que vous voyez, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est en autarcie. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des relations extérieures avec d'autres pays. Et à l'extérieur, vous savez, je pense que la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo devait amener certains de ses responsables politiques à comprendre comment fonctionne l'État, comment fonctionne un pays, surtout un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner seule sans avoir des partenaires au niveau international. La Côte d'Ivoire ne peut pas fonctionner seule sans avoir des liens avec la communauté internationale et les institutions bancaires, parce qu'on ne peut pas fonctionner seul. Donc, votre crédibilité aussi pour ces investisseurs hors de votre pays, hors de votre champ de militants politiques, ils vous regardent, ils vous écoutent et puis se disent, mais est-ce qu'on peut faire confiance à des gens qui tiennent de tels propos de façon démagogue? Je ne dis pas que vous êtes un démagogue, parce que là, je veux vraiment qu'on puisse parler posément, M. Kone Katina, parce que là, je vais vous voyez. Vous voyez, ce n'est pas la nièce qui appelle son tonton, même s'il y a une alliance entre ces nouveaux et puis, ouais, donc je peux me taguer de dire que je suis votre patronne, je me permets, mais là, je vais rester de façon solennelle. Donc, je vais vous voyez. 2 millions de personnes sont père et mère sur la liste électorale. Il y a eu le contentieux électoral. Le contentieux électoral qui vous donne droit à aller dénoncer avec preuves, comme vous dites, vous avez des preuves, qu'il y a 2 millions d'Ivoiriens sur la liste électorale, 2 millions de personnes inscrites sur la liste électorale, mais qui n'auraient pas de père et de mère. Si on n'a pas de père et de mère, comment fait-on pour avoir
un extrait de naissance? Comment fait-on pour avoir une pièce d'identité? Comment fait-on pour être citoyen? Si on n'a pas de père et de mère, on est malheureusement comme un fantôme dans la République. Monsieur Katina connaît. Et fantôme, ce n'est pas une insulte, hein, je vous le dis, parce que dans nos États, dans les États africains, je peux vous le dire aisément, malheureusement, il y a des fantômes dans la République. Il y a des citoyens qui existent, mais qui ne sont pas reconnus par l'administration. Cela, on les appelle les fantômes de la République. Il y a des citoyens ivoiriens qui, à cause des guerres, des crises qu'a vécu notre pays, et dans d'autres pays africains même d'ailleurs, mais qui n'ont pas d'extrait d'acte de naissance, qui ne peuvent même pas produire leur acte de naissance, qui sont même plus aujourd'hui à mesure même de démontrer qu'ils sont citoyens de leur propre pays. Et ça, monsieur Kone Katina, moi je suis fille de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ma mère est de Diokwe. Je peux vous dire qu'il y a des milliers de jeunes Ivoiriens dans les Guémons, dans le Cavali, dans le Tonkpi, dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire, où la crise a vraiment fragilisé, fracturé la représentation de l'État, a fracturé des préfectures et des sous-préfectures, où des préfectures et des sous-préfectures ont brûlé, où des mairies ont brûlé, où les archives ont brûlé. Et donc aujourd'hui, dans cette zone du pays, il y a des fantômes, effectivement. Il y a des Ivoiriens qui ne peuvent pas prouver aujourd'hui qu'ils sont Ivoiriens. Et donc, il y a des personnes en souffrance. Donc, ceux-là, malheureusement, on les appelle les fantômes de la République. Donc, pour vous dire, monsieur Kone Katina, que nous avons quand même... C'est la Côte d'Ivoire n'est pas... comment je peux dire n'est pas... Je ne pourrais pas dire ça parce que si je donne le nom d'un pays, c'est comme si j'allais vexer ces pays-là. Donc, je ne vais même pas donner le nom de pays. Mais la Côte d'Ivoire est un pays quand même sérieux. On fait de la politique, mais la Côte d'Ivoire est un pays sérieux. On ne peut pas aller s'inscrire sur une liste électorale si on n'a pas de père, on n'a pas de mère. Comment vous expliquez ça? Comment vous justifiez ça? Étant donné que vous le dites, je vais vous rappeler que le 20, la commission électorale indépendante a convié les partis politiques, les groupements politiques et les candidats aux élections municipales et régionales à prendre part à la rencontre avec la CEI, donc la commission électorale indépendante. En ce moment-là, M. Kone Katina, devant les Ivoiriens, devant le monde entier, venez démontrer qu'il y a 2 millions d'Ivoiriens, effectivement, comme vous le dites, vous l'affirmez, et que vous confirmez dans vos dires que vous avez des éléments de preuve qui démontrent qu'il y a 2 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits sur la liste électorale, mais qui n'ont pas de père et de mère. Venez ce jour-là nous démontrer aux yeux des Ivoiriens. Si vous n'avez pas de preuves, faites de la politique sainement, faites de la politique proprement. Les Ivoiriens vous regardent aussi. L'opinion nationale et internationale vous regarde. Et à partir de là, on va voir si vous avez de la crédibilité. Vous voyez, c'est important. Je le dis, mais je le dis vraiment avec beaucoup de respect pour vous, parce que je dis, je vous vois. Je vais vous voyez, pour garder ce ton solennel. On va continuer à vous écouter. Mais je répète, le 20, je vais lire le communiqué. Peut-être que vous avez connaissance et que vous pouvez oublier. Mais vraiment, épinglez ça sur votre frigo. Notez sur votre frigo. Et quand vous ouvrez le frigo pour prendre du jus le matin, vous allez me voir. Rendez-vous à ne pas oublier avec la CEI le 20. Je vais essayer de vous retrouver le communiqué ici, que j'ai même publié sur ma page Facebook, Idée de paix, pour vous rappeler qu'il y a effectivement... je vais le lire après. Je vais le lire après. Un instant, mes amis. Je vais le lire après. Je vais trouver le communiqué pour indiquer à M. Kone Katina que le 20, ils sont conviés à prendre part à la rencontre avec la CEI. Voilà. Communiqué de la CEI. Communiqué de la CEI. La Commission électorale indépendante invite les partis politiques ou groupements politiques et les potentiels candidats aux élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux du 2
du 2 septembre 2023 a une importante, je souligne parce que c'est écrit en gras sur le communiqué, donc c'est très important, a une importante réunion d'information et d'échange sur les dispositions relatives à ces scrutins. Le mardi 20 juin 2023 à 10 h précise à Cocody de Plateau, boulevard Latry. Donc vous connaissez très bien le lieu. Vous êtes invité à vous y rendre. Ça, c'est pour le 20. Venez avec tous vos documents. Vous aurez dû les présenter parce que le contentieux a pris fin le 15. Il a été même un peu prolongé. Voilà. Donc, venez prendre part à cette rencontre importante, Monsieur Kone Katina. Continuons. On écoute. 270 enfants. Quand même. Même quand on veut tricher, trichons avec élégance. On écoute Kone Katina. Alors, hier, le 14 juin, on allait leur donner ce que nous n'avons pas fait. On allait leur porter ce travail. Avec tout plaisir. Et car nous électorats. Kone Katina dit qu'il allait donner le travail qu'ils n'ont pas fait. Mais Kone Katina, je voulais juste vous préciser qu'un membre du PPACI, donc M. Demba Traoré, c'est ça si je ne me trompe pas, fait partie de la CEI. Demba Traoré siège à la CEI. Il faut quand même le souligner. Donc je voulais juste souligner cette partie-là. M. Demba Traoré, sous désignation de Laurent Gbagbo lui-même. Demba Traoré, là, il est à la CEI. Juste pour préciser. Donc les PPACI, on continue. Et ce que nous avons fait, nos techniciens ont fait, ils auraient pu le faire. Mais ils auraient pu le faire, c'est suffisant, on fait le travail. Voilà. Voilà le nous, déjà, pour dire les. On va travailler avec ça. Il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Donc voilà un peu ce que nous avons fait pendant ce temps. On a l'habitude de faire ça pour la télé, mais toutes ces questions-là, nos partenaires sont mobilisés. Moi, je vous parle des missions encore sur le terrain. Maintenant, pour aborder le corps du sujet le moins important. Mais pourquoi il y a bruit de pompon? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire ambulance. Je comprends pas. Toute la gouvernance, à la fois politique et économique du RHDP, vise une seule personne. Le président Laurent. Tout, c'est-à-dire quand il se lève le matin, je dois faire quoi pour ne pas que ce monsieur-là, pour que ce monsieur-là ne devienne pas. C'était tout. Je fais comment pour ne pas que ce monsieur-là devienne en Côte d'Ivoire. Même s'il devient, je fais comment pour ne pas qu'il devienne au pouvoir. C'est tout le cauchemar. Et je vous explique comment faire un plan. Et nous avons envoyé à la CPI pour un plan commun. Sans preuve. Mais nous avons un plan ici qu'on a les preuves. Qui sont élaborés contre le plan Gbagbo. Kone Katina dit que il y a un plan commun avec preuve qu'ils ont élaboré contre Laurent Gbagbo. Il dit qu'il y a un plan commun avec preuve. Ce sont des accusations graves, hein. Mais bon, continuons. Et l'affaire du cas d'Abbé Diao, on va en parler, n'est qu'un aspect du plan qui vont dérouler au fur et à mesure qu'ils voyaient évoluer la situation à la CPI. La première chose qu'ils ont faite, le 11 avril, nous avons arrêté le président Laurent Gbagbo. Chacun de nous s'est cherché. Ceux qui ne peuvent pas se chercher sont souvent en prison. Et il y a des choses qui vont nous donner naturelles ici. Kone Katina dit que chacun d'entre eux se sont cherchés. Hein, ils se sont cherchés. Mais ce qu'il n'a pas souligné, c'est que des milliers d'enfants, des milliers de jeunes Ivoiriens sont morts. Des familles, au moment où ils se cherchaient avec leurs moyens,
Des milliers de familles n'avaient pas les moyens de se chercher. Ils sont tombés, ils sont morts. Ils ont pris des balles. D'autres ont pris des balles perdues. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est que des familles sont endeuillées. Ce qu'il oublie de mentionner, c'est que des femmes sont handicapées. Des femmes ont été violées. Ce qu'il oublie de souligner, c'est que des personnes sont handicapées. Des personnes âgées ont été violées. Ce qu'il oublie de souligner, c'est que des jeunes ont été brûlés vifs. Vous voyez, la crise ivoirienne, nous sommes tous témoins. Et l'horreur, on l'a vu de loin. On en a souffert. Et d'autres en souffrent. Et on en souffre parce que personne n'a envie de revoir son pays comme 2010-2011. Par amour pour la Côte d'Ivoire, on doit tirer des traits, des leçons du passé. Par amour pour les Ivoiriens, on doit pouvoir construire une paix solide et participer à la construction de la paix solide pour notre pays. Parce que vous avez, comme je l'ai toujours dit, vous avez les moyens de vous chercher. Nous n'avons pas les moyens de nous chercher. Nos familles n'ont pas les moyens de se chercher. Nos frères n'ont pas les moyens de se chercher. Nos grands-parents n'ont pas les moyens de courir. Vous pouvez courir avec vos familles. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent sous les balles. Voyez-vous, c'est tellement sensible que je pense que chacun doit faire attention. Et que ce ne soit pas un jeu politicien qui amuse les militants ou qui vous... Enfin, continuons. On vous écoute. Et puis, 3 jours après, le 11 avril, avant même que le chef de l'État ait prêté serment, donc qui n'est même pas encore président, il prend une ordonnance. Et dans cette ordonnance, le 14 avril, ordonnance 2011-201, le 11 avril 2011. Alors, vous qui m'écoutez, je ne sais pas si vous avez compris, c'est sur ce paragraphe que je ne comprends pas bien ce que veut dire M. Kone Katina. Parce qu'il parle de l'ordonnance du 14 avril 2011. Il dit tiret 211, il dit après 201. Donc, je ne comprends pas bien cette partie-là. Il ne faut pas que je perde mon stylo de téléphone. Donc, si vous écoutez bien la partie, précisez-moi un peu, parce que j'ai essayé de... Enfin, j'ai fait des recherches quand même sur l'article dont il parle, parce qu'il y a une confusion dans ce qu'il dit, dans l'histoire de l'article dont il parle. Comme il bafoue un peu, donc il y a une confusion, et j'ai du mal à cerner avec précision l'article dont il parle. Voilà. Donc, moi, j'aime des choses précises. Hein. Donc, on va l'écouter encore. On y va, Kone Katina. On écoute, hein. Écoutez pour moi. D'accord. Ok. Et l'affaire du 4 avril, on va en parler. D'accord. Il y a un aspect du plan Ok. qui vont dérouler au fur et à mesure qu'ils voyaient évoluer la situation à la TPI. La première sortie donc faite, le 11 avril, nous allons arrêter le président Gbagbo. J'arrive de nous chercher. Ceux qui n'ont pas pu se chercher sont toujours en prison. Il y a des choses où on avait un prisonnier naturel ici. Et puis, 3 jours après. 3 jours après, le 11 avril. Avant même que le chef de l'État ait prêté serment, donc qui n'est même pas encore président. Stop. Là, il dit, le 11 avril, 3 jours après, avant que le chef de l'État ait prêté serment qu'il n'est pas encore président. Je pense qu'il y a une confusion aussi là à ce niveau, et je voulais attirer un peu l'attention de M. Kone Katina, qu'il fait une confusion entre être chef de l'État et prêter serment, parce qu'il dit 3 jours après, avant que le président n'ait prêté serment, il n'est pas encore président. On est président
quand on est élu, quand on sort des urnes, c'est pas quand on prête serment seulement qu'on est président, M. Kone Katina. Prêter, c'est pas parce qu'on a prêté serment. Hein. Le président, il est élu. C'est pas le serment qui fait de lui président. C'est l'élection qui fait de lui président de la République. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est l'élection. L'élection, là, c'est l'élection qui fait du chef de l'État président de la République. Ce n'est pas le serment en lui-même qui fait qu'il est président. Si on n'est pas élu, qu'on va prêter serment, est-ce qu'on est président, M. Kone Katina? Donc, je ne sais pas, il y a une confusion que vous faites entre l'élection du président de la République. Le président, il est élu par le peuple, par vote. Il n'est pas élu par décret, il est élu par vote. Et il y a une élection en 2010. Une crise a débouché après l'élection. Et donc, il y a une élection. Donc, il est président parce qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire en 2010. Et prêter serment, c'est une affirmation solennelle. Une affirmation solennelle en vue d'attester la vérité d'un fait, la sincérité d'une promesse, d'un engagement. Prêter serment, c'est ça. C'est comme dit, je jure d'être juste devant le peuple. Je jure solennellement de respecter mon engagement. Je suis président de la République. Je jure. Je prends le peuple qui m'a élu, qui m'a donné le pouvoir à témoin, que je jure solennellement de respecter mon engagement vis-à-vis. Je jure de respecter le peuple. Je jure d'écouter le peuple. C'est ça, prêter serment, M. Katina. Donc, je veux juste... voyez, cette petite partie-là, un peu, je voulais un peu apporter apporter mon commentaire et mon analyse. Je pense quand même, après, c'est discutable que vous faites une confusion à ce niveau-là. Parce que dans votre tête, vous pensez que comme le serment n'est pas prêté, on n'est pas encore président. Mais on est président parce qu'on a été élu. Seul le peuple a pouvoir. Ce n'est pas le serment qui donne pouvoir au président de la République, c'est le peuple qui donne pouvoir au président de la République. Le président, il est au service du peuple, il n'est pas au service du serment. Hein. Il est au service du peuple. Le serment, c'est comme un contrat qu'il signe avec le peuple. C'est ça le serment. De façon solennelle. Donc, c'était juste pour vous apporter un peu à ce niveau-là. On continue. On continue. Et dans cette ordonnance du 14 avril, ordonnance 2011-201, du 11 avril 2011. Bon, alors, je ne comprends pas. Il dit ordonnance du 2014, il dit ordonnance du 14 avril 2011, -211, 201. Après, il dit ordonnance, il parle du 11 avril. Bon. Il y a comme il bafoue un peu, il y a un peu de confusion. Comme j'ai appelé ça flou-flou, on va continuer. Et puis je vais juste... Je ne connais pas tous les actes qui ont été posés par le président Gbagbo et son gouvernement. Mais cette ordonnance, non seulement les dégâts, mais le drame qu'elle a connu en Côte d'Ivoire est énorme. Des gens étaient à l'école de police, on les a fait sortir. Des gens étaient admis, ils travaillaient, on les a fait sortir. Sur la base de cette ordonnance. Puisqu'ils disent qu'ils se sont rentrés à l'école au moment où le président Gbagbo était une journée de président. C'est pas vrai, pourquoi vous dites ça? Parce qu'on vous, ils sont à cette condition, on les a ramenés à cause de cette ordonnance. Mes amis, je vais vous lire l'ordonnance dont parle M. Kone Katina parce que je dis qu'il y a une confusion, il a fait une confusion. Il faut que Kone Katina revoie ses fiches au niveau des lois et au niveau des articles de loi. Il faut qu'il revoie ses fiches à ce niveau-là. Je le dis de façon solennelle, M. Kone Katina, parce que je dis, vous voyez, le ton doit rester solennel et respectueux vis-à-vis de votre place que vous occupez au sein de votre parti politique, au sein de la classe politique ivoirienne. Je suis une citoyenne, mon droit et mon devoir en tant que citoyenne et responsable associative, c'est aussi d'essayer d'interpeller
quand ça n'y va pas, d'apprécier quand ça va, et puis de nommer les choses quand il faut les nommer. Ça ne fait pas de moi une méchante personne qui déteste l'opposition ou qui adule le pouvoir en place. Parce que très souvent, vous savez, je suis entre le marteau et l'enclume. Comme on dit en ouais, il n'y a aucun cancre et coco. En ouais, on dit cancre et coco, le marteau et l'enclume. Et donc, moi, je suis cette personne-là comme ça, entre deux. Parce que d'un côté, j'ai l'opposition qui pense que, ah oui, mais c'est vrai, tu fais des choses formidables, mais tu tapes trop sur l'opposition, tu adules trop le pouvoir en place, tu ne critiques pas le pouvoir en place. Et puis d'un côté, quand j'attire l'attention du pouvoir en place sur des faits où je juge que je pense qu'on peut mieux faire et que là, il y a certaines personnes quand même qui déconnent, qui déraille, on dit, oui, elle n'est pas trop sincère avec nous, parce qu'elle entend critiquer tel ministre. Moi, je suis une citoyenne, mes critiques sont objectives. Quand c'est bon, je dis c'est bon. Et quand c'est pas bon, je prends ma caméra, je dis, là, c'est pas bon, on peut mieux faire. Et c'est ce qui fait, moi, je dis, c'est ce qui fait ma liberté. Parce que je suis une personne, on ne peut pas me mettre dans une case. Je suis une personne, je suis une femme libre, indépendante, libre d'esprit. Et c'est ce qui fait ma personnalité. Je suis Naounou Gouza. Je ne vais pas changer de personnalité et puis devenir adopter une autre personnalité du jour au lendemain. Ce n'est pas ma nature. Donc, je veux juste revenir parce que, Kone Katina, vous êtes trompé. L'ordonnance dont vous parlez, ce n'est pas l'ordonnance, comme vous dites, l'ordonnance au numéro, l'ordonnance 14 avril 2011, dont vous appelez ordonnance, je ne sais pas comment vous l'appelez, ordonnance 201. Il y a une confusion que vous faites complètement sur l'ordonnance. Mais l'ordonnance dont vous parlez du 14 avril 2011, annule le gouvernement Laurent Gbagbo. Ce n'est pas ordonnance qu'on a pris, ou bien le chef de l'État a pris, le président élu a pris, pour dire que tout ce que Gbagbo a fait dans le passé, on annule tout, on efface tout. Monsieur Kone Katina, moi je le dis tout le jour, je le répète, je le dirai toujours. L'État est une continuité. L'État là, c'est la continuité. Hier, vous savez ce qu'on appelle la continuité de l'État? L'État, c'est la continuité. C'est pourquoi il faut qu'on apprenne à la masse ce que c'est que l'État et son fonctionnement. Il faut qu'on explique, on sensibilise, on éduque la masse à comprendre que hier, c'était Félix Houphouët-Boigny. Après lui, c'était Henri Konan Bédié. Après lui, il y a eu Gueye Robert. Après lui, il y a eu Laurent Gbagbo. Après Laurent Gbagbo, il y a le président Alassane Ouattara. Après le président Alassane Ouattara, il aura un autre président ou une autre présidente. Oui, une autre présidente. Et donc, l'État, c'est la continuité. C'est pas parce que Jean n'est pas là hier qu'on va dire on ne veut pas de Paul qui est là aujourd'hui. Et c'est l'erreur que l'endoctrinement que les partis politiques, les leaders politiques, c'est la seule chose qu'ils savent faire, endoctriner la masse, leurs militants, à ne pas accepter l'État. Et ça a été une grossière erreur dans la crise politique ivoirienne. Ça a été une grave erreur dans la crise politique ivoirienne. Ce que vous dites, l'article de loi dont vous parlez, numéro 2011-007, parce que vous parlez de... Je pense que vous confondez, hein, parce que vous dites 211-207, mais il va falloir que vous précisez quel article de loi vous parlez, parce qu'il y a une confusion, parce que vous avez bafoué, on n'a pas cerné, on n'a pas compris. Moi, vraiment, je n'arrive pas à comprendre l'article de loi dont vous parlez. J'ai renvoyé, j'ai écouté, j'ai réécouté, mais je précise que l'ordonnance numéro 211-007 du 14 avril 2011 qui annule le gouvernement Aké Mbo. Monsieur Katina, je répète l'article de loi et je vais essayer d'articuler au mieux. Ordonnance numéro, c'est pas article de loi du moins, mais l'ordonnance. Ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011 qui annule le gouvernement Aké Mbo. Si
si vous avez compris ce que j'ai dit, faites-moi signe, on va continuer, chers frères et sœurs ivoiriens. Il ne faut pas qu'on puisse tromper les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués, ils sont épuisés. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo. Les Ivoiriens sont épuisés de ces guerres politiques, cette guerre politicienne qui fragilise la société, la cohésion sociale, qui épuise même les apolitiques. Pro Gbagbo, pro Ouattara, pro Bédié. Pro Gbagbo, pro Ouattara, pro Bédié. Et un jour, je viendrai dessus. Et je vous dirai pourquoi. Moi, Gouza Naounou, je l'ai dit. Des personnes même qui me consultent, je leur ai dit. Mon souhait en 2025, c'est que le président Alassane Ouattara sorte par la grande porte. Je ne souhaite même pas qu'il se représente en 2025. Ce n'est pas mon souhait. Je ne le souhaite vraiment pas. Je ne le souhaite vraiment pas. Je souhaiterais que le président Alassane Ouattara en 2025, lui, le président, l'ex-président Henri Konan Bédié, l'ex-président Laurent Gbagbo, que nos trois aînés là, ils ont déjà été présidents. Dans les différents partis politiques là, il y a des gens là-bas qui leur ont fait confiance. C'est qu'eux aussi, ils peuvent faire confiance à des gens. Oui. Dans les trois partis politiques, grands partis politiques là, RHDP, PDCI, PPACI. Il y a des gens qui ont fait confiance aux leaders, ce que les leaders peuvent leur faire confiance aussi. Oui. Et moi, je souhaiterais qu'on ait un débat, mais un vrai débat apaisé, sans passion. Et qu'en 2025, là, on ait les trois partis politiques. Il y ait des candidats et que nos grands leaders, là, soutiennent leurs différents candidats et qu'on arrive à un débat apaisé. Parce que les fantasmes et les passionnés, radicalisés des trois partis politiques là, ils ont envie de vivre une autre, je sais pas, une autre guerre, comme 2010, mais pire que ça. Et je le dis, personne ne sortira vainqueur. Personne ne sortira vainqueur, ni même les partis au pouvoir, ni même l'opposition. Parce que ce qu'on a vécu en 2010, 2011, c'est juste l'entrée en matière qu'on a vécu. Donc il faut qu'on arrive à un climat apaisé. Vous vous préparez à vous affronter, mais vous, quand ça fait que vous êtes les premiers à prendre vos enfants, vos familles, vos kizas, vos kizos, même votre bonne, même votre cuisinier, vous partez. Nous, on n'a pas bonne, on n'a pas famille, on n'a pas les moyens. On a famille, on n'a pas les moyens. Comment on va faire nos parents et nos familles? Apaisons les tensions là, s'il vous plaît. Monsieur Kone Katina, c'était juste une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je la ferme la parenthèse. Ce que je dis, ça va ne pas plaire à d'autres personnes. Mais moi, je préfère prévenir que guérir. Oui. Je dis l'État est la continuité. Je préfère prévenir que guérir. Article. Ordonnance numéro. Ordonnance, oui, c'est ça. Ce que Kone Katina, ton ordonnance, là, on va le lire. Parce que vous voulez revenir, ça dit que c'est dans les crises, là, politiques, que vous confortez vos positions auprès des trois leaders là. Ça veut dire que vous n'avez rien appris auprès d'eux. Parce que vous aimez les crises, les tensions politiques. Et puis depuis 1990, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny là, on est dans les mêmes tensions crises. On est dans la même chose. À un moment donné là, posons-nous un peu petit peu, voilà. On est dans la même chose là. C'est que vous vous confortez là-dedans. Chacun s'accroche au leader là pour dire, moi, il a donné un coup à l'autre. Moi, il a donné un coup à l'autre. Moi, il est si fort. Moi, il a tapé l'autre. Donc, vous pensez que c'est dans ça on va rester tout le temps. Et donc, c'est la seule chose qui vous valorise auprès d'eux.
C'est votre seule légitimité auprès d'eux, c'est que vous allez donner des coups aux uns aux autres. C'est votre seule légitimité auprès d'eux. Parce que si vous avez vraiment appris auprès d'eux, là, vous allez avoir des propositions, des idées. Mais innover. Vous ne proposerez rien à part dire, moi j'aime Gbagbo que l'autre. Moi j'aime Alassane Ouattara que l'autre. Moi il peut taper un pro Gbagbo. Moi j'aime Bédier que l'autre. Moi il peut taper un pro Ouattara. C'est tout ce que vous avez appris. C'est tout ce que vous avez à offrir aux Ivoiriens. Il y a un problème là. Je vais fermer la parenthèse. Comme j'ai parlé des tons solennels, restons dans ce ton solennel. Monsieur Koné Katina, on va juste lire l'article de loi. L'ordonnance. Pourquoi j'ai dit dans l'article de loi, hein? Puisqu'on va retomber dessus, ordonnance. Ordonnance qui annule le... Mamie, un instant. Je l'ai ici. Pourquoi je me fatigue la tête là? Mince alors. Je vais vous lire au fur et à mesure. Moi qui ai envie de les... On va attendre un instant. Hein. Voilà, c'est ça. L'article de loi, monsieur Koné Katina. Parce que je pense que monsieur Justin Koné Katina, vous n'avez pas été juste dans votre exposé et dans votre conférence de presse. Je vous donne ici, et c'est exactement ça. Gouvernement Ake Ngbo, annulé par l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011. L'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011 qui annule le gouvernement Ake Ngbo. Et donc, Premier ministre Ake Ngbo, l'ordonnance annule Premier ministre Ake Ngbo. Monsieur Yano Yapo, garde des Sceaux, annulé. Monsieur Alain Dogou, ministre de la Défense, annulé. C'est l'ordonnance. Hein. Monsieur Émile Guierrou, ministre de l'Intérieur, annulé. Monsieur Alcil Djedje, ministre des Affaires étrangères, annulé. Monsieur Dallot Noël Laurent Désiré, ministre de l'Économie et des Finances, annulé. Monsieur Koné Katina, j'essaie de vous rafraîchir la mémoire parce que vous avez fait la confusion. Vous voyez, je ne sais pas si c'est la démagogie, mais je ne me permettrai pas. Je vais garder le ton solennel. Donc, je dirais confusion. Je ne dirais pas démagogie. Sinon, je peux emprunter l'expression démagogue et démagogie, mais je dirais confusion. Pour rester sur le ton solennel. Augustin Kwadjo Komoé, ministre des Mines et de l'Énergie, annulé. Christine Adjobi, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, annulé. Yapo Atse Benjamin, ministre de la Construction et de l'Urbanisme, annulé. Koulibaly Issa Malik, ministre de l'Agriculture, annulé. Awadon Melo, ministre de, je ne sais plus, annulé. Mbougwa Abiblaise, ministre des Transports, annulé. Anne-Jacqueline Loès, épouse Huble, ministre de l'Éducation nationale, annulé par l'ordonnance numéro 2011-007. Angèle Nyonsoa, ministre de l'Enseignement technique, annulé. Kofi Lazare, ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, annulé. Elisabeth Badjo Djekouri, épouse Dago, ministre de la Fonction publique, annulé. Charles Blé Goudé, ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, annulé. Philippe Até, ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé, annulé. Akissi Daniel Boni Claviri, ministre des Femmes et de la Femme et de l'Enfant, annulé.
Étienne Amouakon Henry, ministre des Technologies et de l'Information et de la Communication annulé. Ouattara Nyonzié, ministre de la Communication annulé. Alphonse Vosaï, ministre de la Culture annulé. Kata Keke, ministre de la Recherche scientifique annulé. Patrick Gueye, ministre des Sports annulé. Touré Amara, ministre du Commerce annulé. Kwame Sacré Richard, ministre du Tourisme et de l'artisanat annulé. Kwame Anne Niaoré, ministre de la Solidarité et de la Réconciliation et de la Cohésion sociale annulé. Nyamien Messou, ministre du Travail annulé. Kone Katina Justin, ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget annulé. Nguessan Yao Thomas annulé. Lago Daleba Odette annulé. Elle était ministre de quoi? Secrétaire d'État chargé de la vie sociale et estudiantine annulé. Georges Armand Alexis Ogné, secrétaire chargé de la sécurité sociale annulé. Dago Raphaël, secrétaire d'État chargé du handicap annulé. Dosso Charles Rodel, secrétaire d'État chargé des victimes de guerre annulé. Désiré Tagropé à son âme, secrétaire général de la présidence annulé. Monsieur Kone Katina. L'article dont vous parlez, c'est l'article, c'est l'ordonnance, pardon. L'ordonnance dont vous parlez, c'est l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011 qui annule le gouvernement Ake Ngbo. Monsieur Kone Katina, l'ordonnance dont vous parlez et que vous avez confondu, c'est l'ordonnance numéro 2011-007 du 14 avril 2011 qui annule le gouvernement Ake Ngbo dont je viens de citer la liste. Vous faites la confusion. Je ne dirais pas vous êtes un démagogue, mais vous avez des pratiques qui s'apparentent à ce genre de choses. Continuons. Et pourtant, elle est totalement illégale et inacceptable. Et c'est sur cette ordonnance-là que les juges vont s'appuyer dans l'histoire de la PCAO-là pour qualifier les faits légaux et pour les comme étant des faits délictuels. Elle est illégale pourquoi? C'est-à-dire que de deux choses l'une, soit dans le fouille, ce qu'on appelle l'état d'ébullité des nouveaux d'aller au pouvoir, parce que l'état d'ébullité dans lequel ils sont, ça doit faire enlever la raison. Mais aucun juriste sur terre ne peut demander ça. Ça ne fait autrement. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour faire l'ordonnance, il faut expliquer aux Ivoiriens qu'ils écoutent, dans un langage assez simple, que notre constitution a prévu à séparer le pouvoir du président et le pouvoir du premier ministre. Du président et de l'Assemblée nationale. Séparation du pouvoir, oui. Parce que le premier ministre, il est nommé par le président, donc c'est son gouvernement. Gouvernement, les députés de l'Assemblée, voici votre pouvoir. Mais comme on est dans un système un peu présidentialiste, bon, compliqué, bon, mais de façon exceptionnelle, il peut arriver que pour des raisons d'urgence, le président soit appelé, l'exécutif, à prendre, favoriser dans un domaine qui n'est pas le sien de la Constitution. Dans ces conditions, demandez aux députés à l'Assemblée, donnez-moi l'autorisation, puisque je vais travailler dans un domaine que le vôtre, je veux que vous m'autorisiez à le faire. Lequel? Les députés, ça dit qu'ils peuvent nous voir, on peut l'avoir d'habilitation. Et généralement, ça dure 1 an. Parce qu'à la fin de l'exercice,
il faut ratifier ça, il faut donner valeur légale, parce que ça ne vient pas de l'Assemblée nationale. Il faut lui donner donc la valeur d'une loi, et pour que ça donne la valeur d'une loi, il faut que l'Assemblée nationale adopte ça et endosse ça comme étant une décision, et alors on quitte le cadre d'ordonnance pour devenir une loi. Le 14 avril 2011. Quelle Assemblée nationale est réunie pour donner pouvoir à M. Ouattara de prendre cette décision? Laquelle décision? Pourquoi les députés étaient en prison, soit en exil, personne ne se souvient que l'Assemblée nationale est réunie. Donc, il n'y a pas de loi d'administration. Évidemment, s'il n'y a pas de loi d'administration, tu ne peux pas avoir de loi de ratification. Je ne t'ai pas donné le pouvoir pour faire quelque chose, donc je ne peux pas se ratifier. Donc, cette ordonnance, elle n'a ni loi d'administration, elle n'a ni loi de ratification. Donc, alors, M. Koné-Katina, en fait, l'État est une continuité. Les affaires courantes, là, ça continue. Le président élu. Donc, vous pensez que quand un président est élu, comme il n'a pas encore prêté serment, pour vous, c'est le serment qui fait que le président est élu. Ça, je l'ai expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous n'êtes pas censé ignorer que le premier ministre de votre gouvernement, étant donné que l'ordonnance 2000, étant l'ordonnance 2011, en nul, parce que Akeungbo, le gouvernement d'Akeungbo se forme au moment où Laurent Gbagbo doit quitter le pouvoir. Donc, ce n'est pas reconnu. D'où l'annulation du gouvernement Akeungbo par l'ordonnance 2011. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Soro Guillaume, qui a été nommé par Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir, qui était son premier ministre, continue d'être premier ministre jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Est-ce que je me fais comprendre? Gouvernement Akeungbo, là, ce n'est pas reconnu, ce n'est pas un gouvernement. C'est comme on dit, c'est de la poudre de perlimpinpin. Parce que ce n'est pas reconnu. Donc, annulation du gouvernement Akeungbo fait toujours de M. Guillaume Soro premier ministre jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Donc, Guillaume Soro, qui avait été le premier ministre de l'ex-président Laurent Gbagbo, qu'il a qualifié de meilleur premier ministre de la Côte d'Ivoire, je ne sais pas sur quels critères et sur quelle base du tout. Le jour que je vois Laurent Gbagbo en face, ma première des questions, c'était lui poser, c'est dire, mais sur quelle base, sur quels critères, sur quelle valeur, sur quelle éthique, sur quelle morale qu'il a qualifié Soro Guillaume de meilleur premier ministre que la Côte d'Ivoire ait connu, pendant que Soro Guillaume est chef rebelle, il divise la Côte d'Ivoire en deux, que lui gère 60% du territoire ivoirien. Un président normal peut qualifier Soro Guillaume de meilleur premier ministre, un chef rebelle de meilleur premier ministre. Enfin, ce n'est pas l'ordre de notre entretien, ce n'est pas le sujet, mais je vais juste rappeler que Soro Guillaume était toujours premier ministre, et donc, il vaquait à ses occupations de premier ministre jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. C'est pourquoi le président est élu. Quand Soro Guillaume va lui tendre sa démission, puisque le président est élu, une fois élu, il forme son nouveau gouvernement après. Parce qu'il forme son nouveau gouvernement, le président élu. Continuons enfin. Continuons, M. Katina. Continuons. Je le dis où il faut que les magistrats qui s'atteignent dans leur bureau et qui pensent que parce qu'on leur a donné un pouvoir, ils peuvent abuser ce pouvoir-là. Ils vont finir par nous envoyer tous en prison parce qu'on va rester là-dessus. Alors je vais rire un peu. Monsieur Koné-Katina dit on va continuer à les envoyer en prison. On va les envoyer en prison parce qu'ils sont tous prêts à aller en prison. C'est Noufo qui a peur de prison. Vous allez bien aller en prison. C'est Noufo. Il n'y a pas quelqu'un qui a peur de prison que c'est Noufo. Enfin, juste pour rire, je vous fais un clin de rien. Laissez Noufo. Continuons. L'homme politique, quand nous avons abordé la question, il dit non, c'est même pas, on n'a pas besoin de la loi d'habilitation, de la loi d'application, parce qu'on a étudié l'article 48.
Et quand tu fuis, on ne fait pas besoin de faire pour aller. C'est l'histoire. Oui, la Côte d'Ivoire. Mais les conditions d'application de l'article 48 sont encore plus draconiennes que l'application du gouvernement. C'est quelqu'un qui a fait un minimum de droit, on ne peut pas dire ça. Ah bon? Parce que tu dis l'article 48. Tu constats difficile, le bien d'administration difficile. En fait, c'est quoi on appelle la dictature style contentieux. Toutes les structures de constitution d'État acceptent de fonctionner, on remet le pouvoir des gens qui demandent à récupérer du pouvoir au président. Comme le président l'a fait, que la chef de l'État devienne candidat. Or, pour mettre l'article 48, moi j'ai pris la loi dit. Premièrement, le président qui sollicite ce fait de l'article 48 demande l'avis du président du Conseil constitutionnel, l'avis obligatoire. Donc, c'était au Ghana. Donc, on a dit, mais voyez comment les gens s'amusent avec un État. Deuxièmement, il faut que l'Assemblée se réunisse immédiatement. Elle se réunit de plein droit. On était rencontré, il n'y avait pas d'Assemblée. Donc, ce qui n'a pas valu pour l'ordonnance ne peut pas valoir ici non plus. Et pourquoi? Le président fait une adresse à la nation officielle. Donc, nous, on était partis, on n'est pas dit que la nation, la tête de la faire actuellement. Vous qui tirez ça, on va passer devant la tête, on va faire. Donc, aucune des conditions de l'article 48. Et pourtant, c'est cette ordonnance-là sur laquelle vous avez. Mais vous savez pourquoi? Ça n'a rien, leur problème, nous n'en pas beaucoup. Mais ça reste un problème pour eux. Parce que quand ils ont vu cette décision-là, ils ont même dit, ils ont donné instruction au trésor public. D'accord. De ne pas les connaître comme salaire payé les 3-4 mois de salaire que nous avons payé aux fonctionnaires, de ne pas les reconnaître dans les écritures comptables. Ah! Et les trésors est bloqué. Mais je fais comment? On a dit que l'argent, parce que si on passe les écritures comptables, le vol ne se justifie plus. Je sais pas si vous voyez la bouche. Si je ne passe pas les études comptables, donc le vol ne se justifie. Mais en tant que trésor, le trésorier, lui, il a prêté serment, il sait qu'il a fait sortir de l'argent qui est dans la situation. Donc lui, il met ça en compte l'argent, il suffit l'argent. De toute façon, vous n'avez pas fait l'argent payé. C'est lui qui a exécuté la dépense. Donc il devait mettre ça en compte la compte. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'à peine on est tombé, moi j'étais au Qatar et j'ai vu sur France 24 que Sarkozy, au toit du gouvernement français, offre 400 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour payer les arrivées de salaire. Je me dis, ma frère, de quelle arrivée de salaire s'agit-il? Nous avions payé des salaires. Et sur les 400 millions, 200 millions avaient été comptés d'un pays qu'ils ont pris, qui fait à peu près autour de 130 milliards. Mais comment justifier ça? Donc eux, par cette ordonnance, l'argent qu'ils ont préparé dans la tête n'ont pas payé les 200 milliards. Ils n'ont pas payé les fonctionnaires 2 fois. Donc l'argent qu'ils ont pris, eux. Qui eux? On ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Qui eux? C'est ça eux veulent qu'on comptabilise comme étant des salaires. Bien. Je vais m'arrêter là parce qu'on va pas aller plus loin parce que... Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avancer dans notre débat et mettre fin après à notre entretien. La partie des salaires dont parle M. Kone Katina, où il dit que les salaires ont été payés, je ne mets pas en cause ni en doute parce que je n'ai pas la véracité de ces propos
Parce que le gouvernement, quand Gbagbo était au pouvoir, je ne m'intéressais pas au fonctionnement de l'État à l'époque. Donc, je ne peux pas vous donner d'informations puisque je n'ai pas de preuves ou d'éléments ni de rapports sur ce que dit Kone Katina. Donc, je ne peux pas dire il ment. Sur ce fait, je ne peux pas dire il ne ment pas. Je n'ai pas d'éléments, de preuves ou d'arguments pour vraiment même dire qu'il ment ou il ne ment pas. Mais je peux juste dire une chose. Le premier ministre de l'époque, je reviens encore là-dessus. C'est pour ça que je l'ai introduit tout à l'heure, avant qu'on écoute cette séquence des 200 millions de salaires qui équivaut à 130 milliards de francs CFA dont parle Kone Katina. Le président sortant, donc Laurent Gbagbo, le président entrant, président Alassane Ouattara, le premier ministre de l'époque dont parle Katina connaît c'est qui? C'est qui? C'est Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume. Parce qu'avant que la crise n'éclate, Soro Guillaume était premier ministre, donc chef du gouvernement qui gérait les affaires de l'État. Je reprends, et je le dis toujours, parfois, ça peut vexer les pro-Gbagbo, parce qu'ils se sentent vexés, parce qu'ils savent, ils sont conscients que Gbagbo était fragilisé, et que la gestion de l'État elle-même était dans la main de Soro Guillaume. Il en faisait ce qu'il voulait, il faisait ce qu'il avait envie de faire, déjà qu'il gérait, étant premier ministre, mais lui, il dirigeait 60% du territoire ivoirien. Il pillait volontairement et abusivement, à l'aise, sans rendre compte des richesses de 60% du territoire, sans rendre compte ni aux Ivoiriens, ni à l'État, ils s'en foutaient. Ça, c'est un autre débat, je mets ça de côté. Mais, il dit qu'ils ont payé les salaires. Et donc, Soro Guillaume, qui était premier ministre, là, qui était chef de votre gouvernement, mais demandez à Soro Guillaume. On sait que c'est un bandit. On sait que c'est un voyou. On sait que c'est un braqueur des banques. Quelqu'un qui braque banque de la BCEAO. Vous pensez que c'est le trésor que lui va... Le trésor n'est rien devant lui. Étant donné que même Guillaume Soro au trésor public, il avait ses parents qui étaient là-bas au trésor public. Donc je ne citerai pas le nom. Et Soro le sait très bien pourquoi sa chair était au trésor public. Il savait. Donc, voyez, c'est pour ça que je parle de votre incompétence et votre incapacité. C'est ce qui a tué Laurent Gbagbo en réalité. Quand je dis tuer, détruire son pouvoir. Parce que souvent, vous savez, les gens sont tellement, comme vous parlez d'euphorique, vous êtes tellement euphorique que vous avez du mal à pousser la réflexion plus loin. Et donc, vous prenez tout au premier degré. Vous voyez, vous prenez tout au premier degré parce que vous, c'est l'animation qui vous anime. Très bien. Ça fait partie de la joie de vivre. Si ça vous apporte du bonheur, tant mieux, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Mais, donc, quand vous parlez des salaires qui ont été payés et que derrière le président entrant, lui, il a des arriérés de salaires. Quand lui, il prend les chiffres, quand il prend les rapports du trésor public, il y a des arriérés de salaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Soro est un voyou, on le sait très bien. C'est un bandit, vous le savez très bien. C'est pour ça que je dis que le jour que moi je vois Laurent Gbagbo en face de moi, je dis il y a une première question à vous poser, monsieur l'ex-président. Je dis Laurent, j'ai une question à vous poser. Parce que je préfère l'appeler Laurent. Je dis Laurent, j'ai une question à vous poser. Quelles sont les qualités de Soro? Sur quels critères? L'éthique, la morale? Sur quelle valeur vous avez qualifié Soro des meilleurs premiers ministres que la Côte d'Ivoire, notre pays est promu? Pourtant, en 90, on a eu Alassane Ouattara comme premier ministre. C'était quoi votre critère? Un bandit est un meilleur premier ministre, un voyou est un premier ministre, un braqueur de banque est un premier ministre, un délinquant est un meilleur premier ministre. Parce qu'il a ces qualités-là. Hein? Voyez-vous? Donc, il y a un problème. Il y a un vrai problème, il y a un véritable problème. C'est que vous dites une chose et le contraire à la fois. Et c'est ça toute l'ambiguïté de votre affaire. C'est toute l'ambiguïté de votre affaire. Soro Guillaume est capable de ne pas payer les salaires des fonctionnaires.
Et puis il est assis, comme il a les armes, mais il s'en fout. Il se dit que qui va parler? On ne sait pas. Donc je ne peux pas confirmer ou affirmer. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas. Je ne peux pas mettre en cause ce que vous dites. Mais moi, je m'interroge, parce que quand je vois le personnage de Soro Diop, je dis qu'il est capable de tout. Donc, quand vous dites que vous avez payé les salaires à l'époque, et que M. Sarkozy, quand vous parlez de M. Sarkozy, Sarkozy, c'est pas, il n'est pas bailleur de fonds, Sarkozy n'est pas une banque, c'est un chef de l'État français à l'époque. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Monsieur Kone Katina, je vais juste attirer votre attention sur un fait. Et vous inviter vraiment, de façon fraternelle, parce qu'au-delà de toute chose, nous sommes des frères et sœurs. Au-delà de notre incompréhension, on restera des frères et sœurs. Au-delà de notre désaccord sur les idées, sur l'état de la société, sur l'avancement, sur la vision, sur... On reste et on restera des frères et sœurs. Et c'est sur ça que je veux vraiment vous interpeller. En tant qu'opposition, en tant que parti de l'opposition, vous savez, une opposition, ce n'est pas celle qui déteste le pouvoir, l'État. Parce que l'État, vous faites partie de l'État, moi je fais partie de l'État, nos parents font partie de l'État. Parce que l'État, là, c'est nous tous. L'État, c'est l'ensemble des institutions qui fait de la Côte d'Ivoire une république. Voilà, c'est ça l'État. Et donc, être de l'opposition, c'est pas uniquement détester l'État. Si vous détestez l'État, vous détestez vous-même. Parce que l'État est en vous, l'État est en moi. Vous voyez, c'est l'erreur que souvent certains font quand ils sont en train de prier. Satan, tu es vaincu. Le mal est vaincu. Je m'assois, je vois, je les regarde. Bon, je ne mets pas en cause leur foi. Je respecte parce que moi-même, je suis chrétienne. Je leur dis que le mal et le bien sont en nous. Donc, quand tu dis qu'il est vaincu, c'est toi qui es en train de le vaincre. Il faut prier pour dire, Dieu, donne-moi la force de dominer le mal et de faire ressortir ce qui est bon en moi. Pour te donner cette image de Dieu saint, de Père saint, il faut que je donne ce qui est meilleur en moi. C'est ça la prière. Et donc, j'essaie de faire ce raccourci pour vous dire, l'État, c'est vous, c'est moi. Donc, détester l'État, c'est vous détester vous-même. Si je déteste l'État, je me déteste moi-même. Je suis dans l'obligation de respecter l'État, d'aimer l'État, d'apprécier l'État. Mais ça n'empêche pas de critiquer les actions de l'État si je ne suis pas d'accord. Et c'est ça, être opposant en réalité, c'est ça. Quand on dit je suis ici de l'opposition. C'est, j'accompagne l'État pour bien faire. Mais s'il y a des agents de l'État qui font mal, j'interpelle le chef, qui est le chef de l'État, qui est le président de la République, pour dire, ou le chef de son gouvernement, pour dire, il y a un membre du gouvernement qui fait mal son travail. Et je dénonce le membre du gouvernement qui fait mal son travail. Votre rôle de l'opposition, c'est ça, M. Kone Katina. C'est ça, hein, un opposant politique. Un opposant au pouvoir. C'est celui qui dénonce les incohérences, qui dénonce les inégalités, qui dénonce ce qui ne marche pas et qui devrait marcher. On dit il est opposé, mais on ne déteste pas le chef de l'État. On lui critique objectivement, on critique ses actions objectivement, on critique l'action de son gouvernement, on critique sa politique objectivement, parce qu'on veut apporter son amélioration, on veut apporter sa pierre à l'édifice. Voyez, le mal et le bien à la fois du pouvoir de Côte d'Ivoire, c'est vous, l'opposition ivoirienne. C'est vous, l'opposition ivoirienne. Mais avant d'arriver à c'est vous, l'opposition ivoirienne, je veux dire à M. Kone Katina, qui est membre du PPACI, qu'aujourd'hui, je ne sais même pas si je peux dire une chance ou une opportunité, mais je préfère dire une opportunité vous est offerte. Que la loi d'amnistie qui a initié l'honorable Évariste Miambri, dont j'ai parlé il y a quelques jours. La loi d'amnistie, c'est celle
C'est une loi. Ce n'est pas un décret ou une ordonnance, la loi d'amnistie. C'est celle qui va effacer, c'est une mesure qui va effacer les infractions des personnes citées dans la loi en elle-même. Monsieur Katina Koné, dans votre conférence de presse, vous avez précisé dans votre conférence de presse que c'est depuis 2015 que M. Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo, est poursuivi devant la justice ivoirienne pour les questions de braquage des banques de la BCEAO. Vous-même, vous l'avez mentionné, vous l'avez précisé, vous l'avez dit, vous l'avez redit dans votre propre conférence de presse. Mais M. Koné Katina, ça voudrait dire que vous avez connaissance que c'est depuis 2015 que Laurent Gbagbo, l'ex-président, il y a un procès contre lui en Côte d'Ivoire pour les questions des braquages de la BCEAO. Donc vous le saviez. La dernière fois, je l'ai dit. J'ai dit, voyez-vous, le mal de Laurent Gbagbo, ce sont ses sympathisants, ce sont ses militants. C'est la majorité de ses cadres eux-mêmes qui sont le mal de Laurent. Son mal, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Mais ça, je ne vais pas venir dessus parce que ce n'est pas l'ordre de mon live. L'amnistie, là, est une loi générale. Elle est impersonnelle. Quand on dit la loi d'amnistie, la loi d'amnistie est une loi impersonnelle. La loi d'amnistie est une loi impersonnelle. Ce n'est pas une loi personnelle. C'est pour ça qu'on dit le président signe une grâce amnistiante. Quand le président signe une grâce amnistiante, il cite le nom des gens. Ça veut dire qu'il a personnalisé ça. Mais quand le président signe ça, là, il ne signe pas ça en tant que président, mais on dit le président, mais en tant que Conseil supérieur de la magistrature. En tant que Conseil supérieur de la magistrature, le président, il signe ça. Il signe ça avec la loi, qui est la loi d'amnistie. Voyez-vous? Donc la grâce amnistiante, le président signe tout. Vous-même, M. Koné Katina, vous avez bénéficié de la signature de cette loi amnistiante qui efface aujourd'hui, qui fait de vous un Ivoirien nouveau, propre, saint. Je ne suis pas là pour vous porter des jugements à votre personne, M. Koné Katina. Loin de moi. Pareil pour Simone Gbagbo, l'épouse de M. Laurent Gbagbo. Pareil pour elle. Pour Akengbo, pour bien d'autres d'entre vous. Voyez-vous? Et aujourd'hui, quand vous parlez souvent, vous dites, il y a des prisonniers politiques qui sont en prison, qui ne sont pas encore sortis de prison. Mais M. Koné Katina, comment vous voulez les sortir de prison, les prisonniers politiques dont vous parlez, vous citez? Ils sont nombreux? Oui, effectivement. Mais ce n'est pas une loi. C'est par une loi. Et quand la loi, c'est pas une loi. Si vous le mettez sur un volet politique, c'est que ce n'est pas une loi. Il faut prendre une loi. La loi est une mesure générale. On la vote. Et la loi passe où? À l'Assemblée nationale. C'est les parlementaires qui votent la loi. C'est les parlementaires, les députés, les parlementaires qui votent la loi. Et dans les discussions, Laurent Gbagbo, l'ex-président, qui va mener avec le pouvoir, avec l'exécutif, avec le président de la République, le chef de l'État. Je peux pas dire le chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État. Il va mener des discussions. C'est dans ces discussions, des dialogues. Voyez-vous, essayons d'apaiser les choses, M. Koné Katina. Parce que la démarche que vous prenez n'arrange pas Laurent Gbagbo lui-même. J'ai compris aisément pourquoi Laurent a envoyé son fils Michel Gbagbo vers l'honorable Évariste Miambli pour dire « Donne-nous ta loi d'amnistie que tu avais proposée à l'Assemblée nationale. » Voyez-vous, faire de la politique, c'est prévoir. Faire de la politique, c'est prévoir. Et prévoir, c'est avoir une vision. On ne reste pas là, engassé à tourner en rond. On réfléchit, on pense. Et on regarde l'avenir, on dit, mais qu'est-ce que je propose? Mais c'est Évariste Miambli qui a proposé la loi à l'Assemblée nationale. Et pourtant, comme je l'ai dit la dernière fois, le même Évariste Miambli, des deux côtés, il a été attaqué. Il a été attaqué.
Mais il a été attaqué violemment par vos partisans. Paix à son âme, Aboudraman Sangaré était à cheval. C'est lui qui disait, allez-y, attaquez-le. Paix à son âme, je respecte sa mémoire. Mais Évariste Mendy a été attaqué. Comment on l'a injurié, on l'a insulté, on l'a diabolisé. Mais au moment où il présentait cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale, mais votre allié d'aujourd'hui, Soro Diop, était président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kone Katina. Votre allié d'aujourd'hui, Guillaume Soro, là, il était président de l'Assemblée nationale. Le RACI, là, Soro avait ses députés à l'Assemblée nationale. Le PDCI avait ses députés à l'Assemblée nationale. Quand Évariste Miambi sortit du lot, il faisait la proposition de loi sur l'amnistie et l'indemnisation des victimes. Mais il a été attaqué. Pourtant, il est membre du RHDP et il fait la proposition de loi. Je pense qu'il est visionnaire, il a vu loin. Mais au sein même de son parti politique RHDP, là, certaines personnes l'ont attaqué. Comme je l'ai dit en web, on n'y a aucun cas et cocoyé entre le marteau et l'enclume. Certains membres du RHDP l'ont attaqué. Ils ont dit, il n'est pas clair, Miambli, parce qu'il n'est pas sincère. Il fait une proposition de l'amnistie. C'est qu'il n'est pas sincère. C'est qu'il est un peu pro-Gbagbo. Il est un peu ceci. Il est un peu cela. Mais aujourd'hui, qui en bénéficie? Quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'est pas allé voir le président Alassane Ouattara au palais de la présidence. Vous allez me dire que le président Alassane Ouattara est pro-Gbagbo parce qu'il a reçu Laurent Gbagbo? Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par les ministres du gouvernement. Ceux-là sont pro-Gbagbo, pro-Charles Blé Goudé. Ils dansent sur les podiums avec certains. Ceux-là, ils seraient des pro-Blé Goudé ou les pro-Gbagbo. Ils seront des... Comment vous appelez? Vous les appelez comment? Des gens pas sincères. Parce que c'est... Mais... Évariste Miambi a été traité de tous les noms. D'un côté, on dit qu'il n'est pas sincère. De l'autre côté, les pro-Gbagbo l'insultent. Mais aujourd'hui, je l'ai toujours dit. Il a dit, la pierre rejetée devient la principale. C'est cette loi-là aujourd'hui qui est une opportunité pour vous. Donc, saisissez-vous de la loi et puis allez-y engager les discussions. Faites des conférences, appelez à les enfants des gens. Mobilisons-nous, sortez. C'est que nous tous, on va aller en prison. Mais ce qu'on est Katintina, quand ça a commencé, vous l'avez dit dans votre conférence de presse. On a fui, on est parti. Mais vous dites, les gens, vous allez aller en prison. Mais quand c'est pour partir, vous fuyez, vous partez. Voyez-vous? Évitons d'appeler les enfants des gens à la rue. Les Ivoiriens sont épuisés, ils sont fatigués. Quand on fait de la politique, c'est de prévoir. Quand on fait de la politique, c'est d'apporter une amélioration aux conditions de vie de ses concitoyens. Quand on fait de la politique, c'est de faire des propositions. Quand on fait de la politique, c'est d'apporter, faire de la politique, apporter mes idées. Quelles sont vos idées? Vos idées n'est pas que Laurent Gbagbo. Quand on dit vos idées, vous dites Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, il a quel âge? Il a 80 ans. 80 ans? Vous pensez que nos 3 aînés qui ont 80 ans là, les enfants de 18 ans, 19 ans, doivent sortir se battre dans les rues pour eux? Ou c'est à eux de dire maintenant, on va vous laisser une Côte d'Ivoire prospère? Monsieur Katina Kone, réfléchissez un peu. Quand vous regardez vos enfants, pensez aux enfants des autres. Réfléchissez un peu. Qu'est-ce que vous apportez comme idée pour que plus jamais des jeunes Ivoiriens ne s'entretuent dans les rues? Que plus jamais on puisse couper la tête d'un enfant et en faire un ballon de football dans notre pays. Vous savez, les familles, c'est qu'ils vivent au quotidien. Vous regardez vos enfants. Vous êtes heureux, vous êtes fiers de voir vos enfants. Certains ont passé le BPC. Certains ont eu le bac. Ont passé le bac. Certains rentrent à l'université, dans les grandes écoles. Mais ceux qui sont morts, leur famille, ils deviennent quoi? Pensez à ceux-là. Dites-vous qu'ils sont fatigués. Chaque fois qu'il y a des querelles politiques entre nos 3 grands, pas eux, mais leurs partisans, ces familles sont toujours en souffrance, il dit encore. Comme s'il n'y avait pas suffisamment de morts dans notre pays. Monsieur Kone Katina, quand vous regardez vos enfants, que vous êtes fiers de vos enfants, dites-vous qu'il y a des parents qui n'ont plus d'enfants. Il y a des enfants qui n'ont plus de mère. Il y a des enfants qui n'ont plus de père. Il y a des enfants qui n'ont plus de frères et qui n'ont plus de sœurs. Il y a des femmes qui sont handicapées à vie et qui gardent les séquelles.
s'il vous plaît, faites de la politique proprement. Faites de la politique autrement. Faites des propositions. La politique, être opposant, c'est pas que détester l'État. Être opposant, c'est pas qu'appeler les enfants des gens à la rue, tandis que vos enfants sont à l'abri. Voyez-vous, M. Kone Katina? L'opposition, c'est ça. Être opposant, c'est ça. Je l'ai dit tout à l'heure et je vais conclure. Le mal et le bien à la fois. Du pouvoir, c'est vous l'opposition. Le mal et le bien, c'est vous l'opposition. Je l'ai toujours dit, et depuis très longtemps je le disais. Depuis 2012, je le dis, je le répète et je le dis encore aujourd'hui. Oui, le mal, c'est vous. Je prends un exemple. On peut tout reprocher à Laurent Gbagbo, c'est vrai. On peut reprocher à Laurent Gbagbo sa légèreté, c'est vrai. On peut reprocher à Laurent Gbagbo ses erreurs à répétition, c'est vrai. Mais il y a une chose. Il a été un bon opposant à Félix Houphouët-Boigny. Ça, on doit lui reconnaître ça. Monsieur Katina, oui, on doit lui reconnaître ça. Reconnaissons à chacun ce qu'il a et ce qu'il sait faire. Laurent Gbagbo a été un bon opposant à Félix Houphouët-Boigny. Il n'a pas été bon président parce que son pouvoir, comme il a dit lui-même, de façon calamiteuse, a été une véritable souffrance pour les Ivoiriens. Pour ou contre, ce sont des faits. Son accession au pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a jamais vécu de paix. Donc, on ne peut pas dire que c'est un pouvoir de paix. C'est un pouvoir de souffrance pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et pour lui-même aussi d'ailleurs. Mais on doit reconnaître une chose, il a été un très bon opposant politique. Il y a des hommes qui doivent rester des opposants politiques. Et c'est comme Laurent Gbagbo. Il faut nommer les choses, il faut dire les choses à leur juste valeur. Et il faut reconnaître ça. On dit donne à César ce qui est à César et donne à Dieu ce qui est à Dieu. Sous Félix Houphouët-Boigny là, c'est parce qu'il y avait un opposant comme Laurent Gbagbo qui arrivait à critiquer objectivement le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny le savait ça très bien. Gbagbo n'était pas l'ennemi de Houphouët-Boigny en réalité. Houphouët l'admirait dans le fond parce qu'il disait, lui au moins il vient me dire ce qu'il ne faut pas. Vous savez, un président de la République, il ne peut pas tout voir. Il fait son rôle de chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, ce sont les grands chantiers. C'est les budgets. C'est le financement. Aller chercher les moyens. C'est le développement structurel du pays. C'est-à-dire les routes, les grands axes, les ponts, les transports. Quand on dit transport, c'est transport terrestre, transport aérien, transport maritime. Ça, c'est le chef de l'État. C'est le rôle du président qui est là. Son travail, c'est ça. Le président de la République, son travail là, c'est de faire des routes et des ponts et chaussées. Ça, c'est le travail du président de la République. Maintenant, le budget qu'il donne là, il donne à ses ministres. Donc les ministres, pas ses ministres, mais les ministères. Mais les ministères là, il y a un ministre à la tête des ministères. Et chaque ministère est dédié à faire un job, à faire son travail. Chaque ministère est dédié à faire son travail. Et ensuite, il y a qui? Il y a les parlementaires. Je vous explique, M. Kone Katina. Je ne dis pas que vous l'ignorez, mais juste pour vous rappeler que le peuple donne le pouvoir au chef de l'État. Et le même peuple dit pour contrôler l'action, le chef de l'État à qui on a donné le pouvoir là, on dit le pouvoir exécutif. C'est le peuple qui a voté le président de la République. Le peuple dit on t'a voté, on a compris. Mais on ne sait jamais pour te surveiller. On va prendre nos représentants pour te surveiller à l'Assemblée nationale. Ça s'appelle les parlementaires, les députés. Et donc, à l'Assemblée nationale, il y a les députés qui sont majoritaires parfois, proches du pouvoir exécutif, pour accompagner le président en même temps, à mettre en place, en œuvre, son programme pour lequel il a été voté. Parce que quand tu votes un président de la République, c'est pour son programme. Tu n'as pas voté un individu. Tu as voté un projet de société. Et le projet de société, tu souhaiterais que ce projet-là soit mis en œuvre, il soit appliqué correctement
pour le bonheur de tous. Et donc, on donne le pouvoir au chef de l'État, le président de la République, donc il devient le chef de l'État. Le président est élu, il est président et le chef de l'État. Donc, le chef des institutions. Et le peuple dit, on va te surveiller quand même, on met les représentants. Si ça ne va pas, si tes ministres ne travaillent pas correctement, nos représentants là vont venir parler de ça à l'Assemblée nationale. Monsieur Koné Katina, le rôle des parlementaires, c'est ça. C'est de faire remonter au sein de l'Assemblée nationale, dans le débat législatif, les difficultés que vivent les populations sur le terrain. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Donc les députés, les parlementaires ont pour obligation de venir parler au nom du peuple. Pour dire, au niveau de la santé, ça ne fonctionne pas bien parce que les Ivoiriens grognent que dans les hôpitaux, il n'y a pas de meilleure prise en charge. Et c'est aux députés de venir parler de ça à l'Assemblée nationale. Monsieur Katina. Au niveau de... Je prends les prix des denrées alimentaires, ça ne fonctionne pas correctement sur le marché parce que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas appliquées sur le marché parce que les gens ne respectent pas les prix bloqués. C'est aux députés de parler de ça à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on dit les députés, les représentants du peuple. Ils ne sont pas leurs représentants. Les députés sont au service de la population. Mais enfin, comme en Afrique, on fait le contraire. Une fois qu'ils sont élus, ils deviennent des hommes d'affaires et ne sont plus les représentants du peuple, malheureusement. Bien malheureusement. Bien malheureusement. Ils deviennent les représentants de leur business, de leurs affaires. Ils s'intéressent à leurs contrats, à leurs affaires, à leurs entreprises. Ils oublient que le peuple les a élus pour aller les représenter à l'Assemblée nationale. Monsieur Koné Katina, quand on est de l'opposition, voilà les incohérences, voilà les sujets dont on doit se saisir. C'est ça on dit un bon opposant. C'est pour ça que j'ai dit, Laurent Gbagbo, on peut tout lui reprocher. Il a été un excellent opposant à Félix Houphouët-Boigny. Je ne félicite pas ses écarts de langage à l'égard de Houphouët-Boigny. Non, mais il a su revendiquer. Soyez des opposants crédibles. Et le mal, il est là, et le bien à la fois. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place n'a pas une opposition capable, crédible en face d'elle. Vous pensez que le président de la République, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il se tire une balle dans le pied? Le chef de l'État, il sait que dans ces éléments, il y a des gens qui ne sont pas top dans ces éléments. Il le sait, le président, il le sait. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? C'est votre rôle. Vous avez tout. Mais enfin, comme en Afrique, on met l'huile sur la bouche de tout le monde ferme la gueule, il se tait. Parce que vous êtes tous dans la gamelle. Quand on parle de CNT, toute la CNT, là, ils sont tous dans la gamelle aujourd'hui. Qui va parler? Monsieur Katina Koné, il y a des sujets que vous pouvez vous saisir pour être un opposant crédible. Utile, je vais dire, plutôt que crédible. Mais un opposant utile. Soyez un opposant utile. Faites les conférences de presse une fois par semaine. Ne faites pas de la démagogie de presse. Ne faites pas de la démagogie de presse. Non. Ne faites pas de la démagogie de presse. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de PDCI n'est pas une opposition vraiment au parti au pouvoir. Non, le PDCI n'est pas une opposition à l'exécutif. Non, pas du tout. Le PDCI n'est pas une opposition au parti au pouvoir. La preuve, qu'est-ce que le PDCI peut dire? Ils sont là, ils murmurent derrière la maison, ils ne peuvent rien dire. Parce qu'ils savent très bien, et c'est pas, mon sujet n'est pas le PDCI aujourd'hui. Voyez-vous, monsieur Koné Katina, je vous appelle à la raison, au bon sens. À la raison. Je ne dis pas que vous êtes un opposant, mais vous faites des conférences de presse, de la démagogie de presse une fois par semaine. Ça ne vous sert pas, ça vous dessert en réalité. Parce que aux yeux et au su de l'opinion internationale, vous n'êtes pas crédible. Ça vous dessert, même pour votre militant, ça vous dessert. Et ça ne va même pas même dans votre sens, ça ne vous approche pas en réalité. Les Ivoiriens se disent, mais tout le ourourou que vous faites là, c'est pour venir vous asseoir encore, pour nous raconter les mêmes histoires là. Mais on est fatigué de ça. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? C'est ça? Vous avez quoi à proposer? Parce que dans votre propre famille politique, vous êtes divisé, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier. Il y a déjà un problème. Donc vous perdez de la crédibilité. Réconciliez-vous entre vous, la famille de gauche là. Démontrez que vous êtes capable d'apporter quelque chose. Donc réconciliez-vous d'abord. Et puis on va voir.
Voyez-vous, ça c'est un défi que vous avez à relever. Mais arrangez-vous pour relever ce défi. Vous critiquez. C'est bien de critiquer, mais critiquer objectivement. Je vous l'ai dit et je le répète, une opposition, c'est de faire des contre-propositions. Vous proposez quoi? Vous proposez quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, vous proposez quoi? Quelle alternative vous proposez? Quand vous demandez que Gbagbo est notre candidat, non mais attendez, voyons, respectez un peu les Ivoiriens. Tout le monde respecte Laurent Gbagbo. Toute la Côte d'Ivoire, que ce soit même des militants du parti au pouvoir que de l'opposition, on est content que Laurent Gbagbo soit rentré dans son pays, la Côte d'Ivoire. Vous pensez que le souhait des Ivoiriens, c'est que Gbagbo reste ici? Non, c'est vous qui vous faites des films dans la tête. On est content qu'il soit rentré dans son pays. L'Ivoirien, quel que soit ce qu'il est, il peut critiquer son frère. C'est pas pour autant qu'il le déteste. Monsieur Katina Koné, mais arrêtez de vous faire des films autour de vous. Voyez-vous, je voulais vraiment vous demander d'être de vous organiser pour être une opposition utile au pouvoir. Oui, quand je dis utile au pouvoir, je ne dis pas d'accompagner le pouvoir, mais votre rôle, c'est que le pouvoir réussisse. Parce que quand le pouvoir réussit, c'est le bonheur des Ivoiriens. Je vais vous donner un exemple simple. Voilà l'augmentation, ça c'est le prix de l'EDF. L'EDF va augmenter, je crois. C'est-à-dire que celui qui payait 20 000 francs va payer 25 000 francs CFA. Mais M. Katina, quand l'EDF augmente, c'est toute la chaîne qui augmente. Il ne faut pas dire que l'EDF va augmenter et que le riz va augmenter. Ce n'est pas vrai. Hein? L'EDF va augmenter et que l'huile ne va pas augmenter. Mais qu'est-ce que l'État va faire? L'État sera obligé de faire des ajustements pour dire, bon, c'est vrai qu'ici ça a augmenté. On va essayer de pallier à ça, de bloquer les prix ici pour permettre aux populations de ne pas prendre encore le coût, l'impact, la dépense encore supplémentaire. Donc l'État va faire, prendre des mesures. Voilà, je préfère utiliser ça. L'État va prendre des mesures pour protéger la population afin que la population puisse manger. Mais dans la réalité des faits, M. Katina, voyez-vous, la Côte d'Ivoire, notre pays, était un pays qui était autosuffisant. Quand on est en opposition, là, je vais vous donner des thématiques pour que vous ayez cette réflexion. Il y a une cellule de réflexion pour réfléchir. Mais vous, vraiment, je n'ai même pas envie de vous aider dans ce sens-là non plus, parce que il est un peu tard, je suis épuisé. Voilà, il est un peu tard et je suis épuisé. J'allais m'occuper aussi de ma famille. Voyez-vous, M. Katina, il y a tellement de sujets. Je vous ai dit, c'est pas parce que le gouvernement n'est pas parfait. Non, non. Ils font des choses bien. Il y a des choses aussi parfois qu'on peut critiquer objectivement. Mais quand on vous demande, c'est Gbagbo, et puis Gbagbo, et puis Gbagbo, et puis Gbagbo. Mais attendez, Gbagbo il a 80 ans. Un enfant de 19 ans, vous avez quelle solution pour lui? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Pour un enfant de 19 ans, mais vous voulez quoi? La seule solution que vous avez pour un enfant de 19 ans, c'est de sortir dans la rue pour venir mourir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? L'enfant de 19 ans, imaginez-vous, en 2010, il avait quel âge? En 2010, il avait quel âge? Donc, il a vu, traumatisé, il n'a plus envie de revivre ça. Voyez-vous, comprenez-vous un peu ce que je suis en train de vous dire, M. Katina Koné? Vous voyez, il fait chaud, hein, donc excusez-moi. Comprenez-vous un peu ce que je suis en train de dire, M. Katina Koné? Donc, proposez quelque chose à cette jeunesse. Vous n'avez quoi, rien. Voilà, oui, battez-vous, battez-vous. Vous se battre contre qui? Contre les moulins avant? On se bat contre qui? Avec qui? Contre des moulins avant? C'est pas ça. Battez-vous n'est pas un projet. Vous proposez quoi? C'est ça, le projet. Pour un jeune de 19 ans, vous proposez quoi? Pour les enfants de 12 ans, vous proposez quoi? Regardez l'actualité mondiale, regardez la société, vous proposez quoi? C'est ça, on dit, nous, opposition de Côte d'Ivoire, voilà nos propositions. Je crois qu'en 2025, nous tous, on va aller au four, au moulin. Nous tous, on va se proposer. Parce qu'on ne va pas rester toujours en train de, dans l'aquarium, en train de tourner en rond. Hein. À un moment donné, chacun va porter ses idées, là. Il serait grand temps. Hein? Parce qu'on parle, ce sont des idées, mais on peut les mettre par écrit aussi. Voilà. Donc, je veux vraiment attirer votre attention dessus et dire qu'il y a des sujets, les enjeux aujourd'hui, le réchauffement climatique, les coûts des denrées alimentaires vont augmenter,
Il y a tellement de choses en ce moment. Les choses vont augmenter. Voilà l'EDF qui augmente. Voilà des sujets. Vous proposez quoi face à ça? Quand on va vous dire, Ouattara de cas partir. EDF a augmenté. Ouattara de cas partir. Le kilo de riz a augmenté. Ouattara de cas partir. L'huile a augmenté. Ouattara de cas partir. Vous voyez? Donc ça s'appelle de la démagogie. Vous proposez quoi? Tenez compte du contexte actuel, de la guerre en Ukraine, de l'inflation, de la spéculation, parce qu'il y a une spéculation folle dans l'inflation qui est en train de faire souffrir les populations. Donc, voilà des questions. Soyez des contrôleurs des prix, par exemple. L'État a pris des mesures pour que les prix soient contrôlés. Vous avez, en Côte d'Ivoire, avant, on pouvait payer à l'eau même à 10 francs pour manger. Aujourd'hui, on ne peut pas payer à l'eau à 100 francs pour manger. C'est dû à quoi? Voilà des questions sur lesquelles, des thématiques sur lesquelles vous pouvez réfléchir. En Côte d'Ivoire, là, à l'eau 100 francs, tu peux payer pour manger, même tu es rassasié. Aujourd'hui, à l'eau 500 francs, c'est 3 graines de banane dedans. Pour quelle raison? Pourtant, c'est nous qui produisons la banane. La banane, on ne l'achète pas en Colombie. Est-ce que la banane, on l'achète en Colombie? Non. La banane, elle est produite en Côte d'Ivoire. Et pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas acheter, on ne peut pas avoir une banane à 100 francs? Pourtant, on produit la banane en Côte d'Ivoire. Voilà les problèmes sur lesquels vous devez vous pencher en tant qu'opposition. Mais quand on dit, on va faire manifestation, on va marcher parce qu'on a augmenté le prix des yaourts. Non, mais attendez, qu'est-ce qu'on a à foutre aussi, le yaourt a augmenté? Vous produisez le yaourt? Non. Donc, que le prix augmente, mais on n'en a rien à foutre. C'est cela. Quand le yaourt augmente, c'est celui qui a qui paye yaourt, il mange. Moi, il m'en fout que le yaourt augmente. Il ne mange pas yaourt. Ça m'intéresse. Ne payez même pas yaourt, même. Ils vont prendre, jeter les yaourts. Aïe. Mais qu'est-ce qui est dans votre assiette? C'est yaourt qui est dans votre assiette tous les jours? Non. Alors qu'on produit le manioc. Mais le manioc est cher. Tu dois payer manioc 200 francs. C'est petit comme ça. Manioc 200 est petit comme ça. Pour quelle raison? Pourtant, on produit le manioc. On produit le manioc. Aubergine est cher. Pourtant, on produit l'aubergine. Gombo est cher. On produit. Donc, il y a un problème. À un moment donné. Il y a un vrai... Vous voyez, c'est sur ça même le président a envie que vous l'aidiez. Je vous l'ai dit, le président n'a pas tiré une balle dans un pied. Non. Parce que le président, là, il ne peut pas voir dans toutes les communes pour dire que... Mais c'est pas... Il n'a pas 1000 yeux pour dire que je vois... Ou bien 30 millions d'yeux pour dire que je vois au nord ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas exactement? Je vois au sud. Qu'est-ce qu'ils font là-bas exactement? Je vois à l'ouest. Qu'est-ce qu'ils ne font pas bien là-bas exactement? Mais c'est l'opposition qui doit ramener ça au président pour qu'il prenne. Il se dit, ah, attendez, j'ai un ministre là. On dirait qu'il ne travaille pas bien. Hein. Parce que les remontées que je vois, mais de façon objective et non démagogue. Une fois que vous faites de la démagogie, basta, on n'écoute plus. De façon objective, il dit, ah tiens, d'accord, il prend son... Parce que le président, quand il marche là, dans sa poche là, il a toujours il a un petit bout de papier avec sa poche. Là-bas, il met ses notes. Il dit, ok, ah tiens. Mais pourquoi? Mais c'est vous qui êtes l'opposition. C'est pour ça qu'il dit que Gbagbo a été un très bon opposant au feu de poignée. Mais vous, là, vous êtes là, on ne sait pas ce que vous faites. Vous n'êtes pas utile. C'est dommage de le dire ainsi. Si vous faites vraiment des propositions, pour dire, mais on produit le manioc, mais le manioc est cher sur le marché. Pourtant, quand on va dans telle zone du pays où on produit le manioc reste dans la main des producteurs, ça pourrit. C'est qu'il y a un problème. Pourquoi le manioc pourrit dans leurs mains et que ce manioc n'est pas sur le marché? Mais voilà les questions. Le riz. En 1973, 76, la Côte d'Ivoire était, on dit, autosuffisante alimentaire. On était autosuffisant en matière de riz. Aujourd'hui, 80% des riz qu'on mange dans nos assiettes viennent de l'extérieur, de l'Inde. Pour quelle raison? Voilà des sujets. Ça ne vous regarde pas. La préoccupation des Ivoiriens, là, c'est ça, on dit, on fait de la politique pour améliorer les conditions de vie. On apporte ses idées. Apportez vos idées. Donc, vraiment, M. Kone Katina, je n'ai absolument rien contre votre personne. Je vais dire en général, comme c'est votre sujet du jour, je parle en général de l'opposition, je vais parler de ça. Et je vais conclure pour vous dire, parce que parfois, quand je finis comme ça, je vais vous raconter une histoire vraie. Je ne dirais pas anecdote. Ma femme me dit, Gouzanaou. Je dis oui. Ah, nous-mêmes, on est de l'opposition. Hein. Parfois même là, nos gens de l'opposition nous disent des choses, on est convaincus qu'ils sont dans la vérité. Mais quand tu prends ça encore, tu nous mets même dans le doute, on ne comprend plus rien. Mais est-ce que le pouvoir même sait même le service que tu leur rends? Je dis, mais quel service? On dit non. Mais c'est que toi tu fais là.
Tu ne peux même pas t'imaginer le service que tu rends au pouvoir. Je dis, ah bon, je ne sais pas si je rends service au pouvoir, mais en tout cas, j'essaie d'être utile à mon pays. Oui. Mais parfois, on sait que même si le pouvoir n'a pas raison, tu renverses la situation des autres, que nous-mêmes, là, on est encore dans le doute. J'ai rigolé. Et ils me disent, mais normalement, là, toi, maintenant, on doit t'accorder un budget pour que toi, tu puisses faire ce travail. Parce que ce que tu fais là, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce que tu fais. J'ai dit à ces personnes que, vous savez, je suis à l'aise et je suis en harmonie avec ma conscience. Pour moi, c'est la plus grande satisfaction. Et je m'épanouis dans le social. D'où l'association Idées de Paix. Que chaque année, j'essaie de mener des actions de terrain pour accompagner au mieux et essayer d'être utile dans la continuité de ce que je fais sur les réseaux sociaux, de vraiment les mener sur le terrain. Pour moi, continuer à faire ces actions humanitaires sur le terrain, c'est la plus belle des choses. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Et c'est dans ça que je m'épanouis le plus. Je ne cherche pas une décoration quelconque. Je ne cherche pas une reconnaissance, même si dans la vie elle est faite de reconnaissance. Mais ma reconnaissance, c'est quand je vois ces milliers d'enfants que chaque année, quand j'arrive avec derrière ça, il y a une pédagogie, il y a un enseignement, il y a un volet culturel où ces enfants communiquent ensemble, partagent ensemble, communient ensemble. Pour moi, la Côte d'Ivoire de demain, c'est celle-là. Donc, je sais au mieux, dans la diversité culturelle de ces enfants-là, de les amener ensemble à mieux vivre ensemble. Parce que l'avenir, c'est eux. Ce n'est plus les aînés, ce n'est plus nous. Ce sont ces petits-enfants-là. Ce sont ces jeunes de bas âge. Donc, c'est eux l'avenir. Si on leur transmet le vivre ensemble, le respect de l'un et de l'autre, de son prochain, je pense qu'on aurait tout réussi. Pour moi, c'est ma plus belle satisfaction. Mes amis, je vous raconte ça pour dire à cette classe de l'opposition ivoirienne, je ne vous déteste pas du tout. Au contraire, comme je l'ai dit, vous-même vous le reconnaissez très bien, vous le dites entre vous, j'entends, pas parce que je n'entends, j'entends très bien ce que vous dites. J'essaie d'aider au mieux chacun. Mon rôle en tant que citoyenne, c'est ça. C'est ça. C'est que la Côte d'Ivoire ne vive plus les moments sombres qu'on a vécus en 2010-2011. On aurait réussi ensemble si on évitait à notre pays, la Côte d'Ivoire, 2010 bis à la Côte d'Ivoire. Ce serait la plus belle des victoires citoyennes qu'on aurait eues ensemble. Et ce n'est pas moi, il y a beaucoup d'autres qui le font, mais continuons à le faire, sensibilisons. On vous aime tous, on ne vous déteste pas. On n'est pas là pour vous détester, mais on est là aussi pour vous accompagner. Même dans la critique, il y a un accompagnement de la critique. Belle soirée à chacun et je vous dis à très très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye.